Choix 98.1 Radio X. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots in the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. On continue la routine de la semaine à 18h01. Marceau, qui est encore en congé un vendredi. Ça aurait été le bout qu'on le fasse rentrer un vendredi soir. Non, il va être de retour la semaine prochaine avec l'animateur de Radio X-Files qui est l'autre côté de la pipe, en direct de Montréal. C'est ça, Christian? Absolument. Bonsoir. En fait, de la rive sud de Montréal, mais bon, c'est tout comme. Faut pas le dire, c'est comme Québec, Lévis. Oui, c'est ça. Comment on dit ça? Deux rives, une ville. Oui, voilà. Très contente de te retrouver, Christian, en 2022. J'ai vu sur la feuille que tu m'as fait parvenir le plan de l'émission que vous êtes rendu déjà à la 123e émission de Radio X-Files. Oui. Ça va vite. Hey, écoute, on a débuté ça, je crois, quelque part là aux alentours de 2017. Ça faisait quand même un petit bout de temps que je participais à toutes sortes d'émissions à Radio X. J'avais fait à l'époque, c'était Monsieur Tremblay qui était là. On avait fait, il y avait le show tard, je crois. Et j'avais commencé donc à Radio X à cette époque-là. Et éventuellement, donc, Marceau a pris le relais. Oui. Et j'ai fait plein de trucs avec Marceau. Mais on n'avait pas une émission qui était dédiée au paranormal et à l'insolite. Donc, Marceau décidait comme ça dans son agenda de la semaine de dire, on va se faire un bloc, une demi-heure, 45 minutes, on va parler de paranormal. Et là, j'intervenais. Et c'est, faut pas se le cacher, c'est l'idée de Marceau, c'est cette fameuse émission des Radio X-Files qui connaît beaucoup de succès. C'est lui qui, finalement, il y a maintenant 3 ans, peut-être 4 ans, presque 4 ans maintenant, qui a réussi à convaincre la direction de consacrer une émission une fois semaine, 2 heures, aux phénomènes paranormaux. Et depuis ce temps-là, on est derrière le micro et on essaie chaque semaine là, de divertir et en même temps d'informer le public sur ces phénomènes qui sont à peu près sans fin. Hein. Les phénomènes paranormaux, on en a. Et chaque semaine amène son lot de nouvelles insolites et mystérieuses. Effectivement, c'est un rendez-vous qui est énormément apprécié ici le vendredi soir de la part de nos auditeurs. Je tiens à vous dire que jusqu'à 20h, on vous accompagne avec Christian Page et on est également en direct via Facebook Live sur la page de Radio X-Files, autre aussi que les ondes hertziennes. Le sujet de la semaine, Christian, vraiment passionnant, les maisons maudites. Qui n'a pas déjà pensé dans sa vie, en étant plus jeune, que la vieille maison au coin de la rue, c'était elle qui était peut-être maudite, qui était peut-être hantée, même une école. Tu vas nous parler des meurtres à la hache de Villisca. Est-ce que je le prononce bien? En fait, c'est ça. C'est devenu une espèce de détour incontournable pour les amateurs de sensations fortes liées à des lieux, j'appelle ça des locats terrificants, des lieux terribles. Wow. On est ici plus que dans le cadre d'une simple maison hantée, et on le sait, les maisons hantées sont souvent liées à des endroits où il y a eu des événements malheureux, et principalement on a des pénitenciers, on a des asiles psychiatriques, oui, avec tout ce que ça l'entraîne de son lot de maltraitance bien souvent là, parce que ce sont des établissements qui ont été qui aujourd'hui sont désaffectés, mais qui ont été en fonction au 19e ou au tout début du 20e siècle. Donc très souvent ce sont des lieux qui sont abandonnés depuis des décennies, et on le sait, les conditions humaines à la fin du 19e, début du 20e dans des hôpitaux psychiatriques ou encore dans des pénitenciers, c'était pas extraordinaire. Et il y a une espèce de charge émotive qui est souvent liée à ces lieux-là, que les chasseurs de fantômes interpréteront comme étant une hantise résiduelle. Donc un peu comme si les murs avaient enregistré la douleur de tous les gens qui ont passé dans ces lieux-là. Et là, on passe de la hantise au loca terrifica, comme moi je l'ai défini, donc les lieux terribles, où on a une succession d'événements malheureux qui vont se produire dans des endroits, un peu comme si ces lieux-là étaient marqués par une forme de malédiction. Et chez les chasseurs de fantômes, évidemment, au Québec, on a des lieux hantés bien connus, qu'on pense à l'asile de Sainte-Clotilde d'Orton, on pense au vieux palais de justice de l'Assomption, qui sont, peu importe où on vit au Québec, si on est un chasseur de fantômes, ce sont des passages obligés. On doit éventuellement aller passer une nuit, une journée dans l'un de ces lieux-là. Quoique, aujourd'hui, l'asile de Sainte-Clotilde de Orton est interdit à la visite, hein, c'est un
arrêt municipal qui interdit les gens de se rendre dans ces lieux-là. Mais pendant de très, très longues années, le bâtiment était désaffecté, à l'abandon, et les chasseurs de fantômes se donnaient rendez-vous dans ces lieux. Est-ce qu'elle a été, Christian, victime de son succès? On a décidé de mettre un contrôle, un stop à, justement, peut-être un peu trop de visiteurs? Oui, tu as tout à fait raison. Au départ, la façon dont ça se produisait, les visites s'organisaient. De mémoire, je crois que le propriétaire était Monsieur Tivierge. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. J'ai moi-même tourné des émissions dans l'asile désaffecté. Et à cette époque, Monsieur Tivierge n'avait pas un mandat précis pour interdire ou autoriser les gens à visiter les lieux. Donc, la façon dont il le faisait, c'est une technique un peu à la Ponce Pilate. Il disait aux gens, ben voilà, je peux organiser sur mes terres, il y avait des bâtiments agricoles, il dit, je peux inviter des gens à faire une visite agricole, puis une fois qu'ils sont sur les lieux, ben libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Donc, M. Tivierge disait aux gens, vous venez, si vous voulez visiter les bâtiments de ferme, on va organiser ça comme étant une visite agricole, mais c'est vrai qu'au bout du champ, il y a l'asile abandonné. Je vous déconseille d'y aller, mais si vous y allez, c'est à vos risques et périls. D'accord. Donc, on se lavait un peu les mains, hein, un peu comme Ponce Pilate, ben voilà, ça me concerne plus. Mais comme tu l'as mentionné, cet endroit-là est devenu un incontournable pour les chasseurs de fantômes. Il y avait, la semaine, par exemple, il y avait même des organisations qui louaient les lieux pour faire du paintball, là. Donc, une espèce de guerre à travers les bâtiments abandonnés. Et les fins de semaine, ben, les chasseurs de fantômes, eux, prenaient le relais avec toute leur quincaillerie dans l'espoir d'y noter des présences surnaturelles. Mais les lieux étaient devenus, avec le temps, très dangereux. Moi, je me rappelle, dans les dernières années, on avait des cloisons qui s'étaient complètement effondrées. Il y avait à certains endroits des planchers qui étaient défoncés. Oh. Donc, dans l'obscurité, évidemment, on pouvait faire une chute de plusieurs mètres et se blesser très gravement. Et là, éventuellement, à cause de ça, la municipalité est intervenue en disant non, il faut absolument interdire aux gens de se rendre sur place. C'est trop dangereux. OK. Et au moment où on se parle, le bâtiment est complètement clôturé, on n'y a plus accès, et il est dans les livres de la municipalité de détruire le bâtiment, donc de le raser, mais pour l'instant, il est, aux dernières nouvelles, il était toujours debout, mais interdit à la visite. Et c'est malheureux pour les chasseurs de fantômes aussi, dans la mesure où on ne peut plus visiter le vieux palais de justice de l'Assomption, qui était, je dirais, le deuxième lieu le plus prisé par les amateurs de chasse aux fantômes au Québec, parce que le bâtiment a été vendu il y a 2 ans maintenant, et les nouveaux propriétaires n'autorisent pas cette chasse aux fantômes qui amusait beaucoup les anciens propriétaires. Hein. Les anciens propriétaires étaient assez ouverts à la venue de chasseurs de fantômes, et ces gens-là passaient des heures, des soirées, des nuits entières à essayer de débusquer les spectres des lieux, et ça amusait les propriétaires qui étaient assez ouverts à ce genre d'activité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, 2 des lieux les plus visités par les chasseurs de fantômes au cours des 20 dernières années, par exemple, sont maintenant inaccessibles. Mais à l'échelle internationale, bien sûr, il y a des lieux, et principalement aux États-Unis, il y a des lieux qui, même pour les chasseurs de fantômes canadiens et québécois, sont un peu des lieux où on aimerait, si on ne peut pas les visiter, à tout le moins qui font rêver. On a bien sûr la célèbre maison d'Amityville, dont on a fait toute une série de films, hein, qui a été une franchise au cinéma très populaire, la maison d'Amityville, qui était à l'époque c'était le 112 Ocean Avenue. Maintenant c'est le 108 Ocean Avenue à Amityville. On a changé l'adresse civique, et c'est un endroit où en 1974, en novembre 1974, il y a eu l'assassinat de toute une famille par l'un des membres de la famille. Donc 6 membres de la famille ont été abattus par le 7e membre de la famille, un type qui s'appelait Ronald DeFeo, qui à l'époque avait 23 ans, et dans la nuit de mémoire, je crois c'était le 13 novembre, dans la nuit du 13 au 14 novembre, il a pris une carabine, un Marlin de calibre 35, et a abattu systématiquement les 6 autres membres de la famille. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Il est décédé d'ailleurs il y a 2 ans maintenant. Il était toujours détenu derrière les barreaux. Et la maison a passé entre les mains de nouveaux propriétaires, et ce sont les propriétaires successifs, immédiatement après les meurtres, ceux qui ont acquis la maison, les Lutz,
George et Kathy Lutz et leurs enfants qui ont prétendu que les lieux étaient hantés, et tout ça a donné naissance à la légende d'Amityville. Il faut quand même préciser qu'après le départ des Lutz, eux ont vécu sur place 28 jours avant de quitter les lieux. La maison a éventuellement été récupérée par les institutions financières. Elle a été revendue et les propriétaires qui ont suivi, eux, n'ont jamais rapporté la moindre manifestation étrange entre les murs du 112 Ocean Avenue. Donc, ça a été un court épisode. On y croit ou on n'y croit pas. Je ne prends pas position là-dedans. Mais ça a été un court épisode qui a coïncidé avec l'occupation du couple George et Kathy Lutz en 1975. Les meurtres ont lieu en 1974 et les Lutz vont aménager fin 75, début 1976 dans la résidence. Donc, il y a cette période. Les meurtres de Villisca, c'est un peu dans le même genre. On se retrouve en 1912, une série de meurtres à la hache. Et ce qui frappe dans les meurtres de Villisca, c'est à la fois le nombre des victimes. On a 6 victimes, mais surtout les victimes. Parce que les victimes, c'est d'abord et avant tout, c'est d'abord et avant tout de jeunes enfants. Oh. Et j'ai dit 7 victimes, mais c'est 8 victimes. Donc, on a 6 enfants. Donc, les 4 enfants du couple Moore. 2 petites voisines qui dormaient ce soir-là dans les lieux, vraiment, comme on dit, être au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, 2 fillettes qui étaient amies de la fillette du couple en question, qui avaient décidé de passer la nuit là. Et cette nuit du mois de juin 1912, un individu non identifié, parce qu'on ne lui a jamais mis le grappin dessus, ce type est entré et, avec une hache, a assassiné le couple Moore, leurs 4 enfants et les 2 fillettes donc qui dormaient ce soir-là chez la famille en question. Et on n'a jamais attrapé l'assassin. On a eu plusieurs suspects. Des gens ont été accusés des crimes, mais pour toutes sortes de raisons, ils ont été relaxés ou innocentés. Et avec le temps, la maison est devenue une espèce de lieu incontournable. D'abord, c'est un lieu maudit, c'est la maison des meurtres à la hache, et éventuellement, la maison sera rachetée dans les années 90. On va en faire un musée, et à partir du moment où il est transformé en musée et en bed and breakfast, et c'est pas le seul lieu comme ça, il y a d'autres meurtres qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle, qu'on a appelé les meurtres Borden en 1892 au Massachusetts, à Fall River, où là, un couple avait été tué à coups de hache, là aussi, et on a suspecté l'une des filles du couple, Lizzie, Lizzie Borden. On a fait d'ailleurs plusieurs films, on a même fait une série télé sur ces crimes-là. Donc, on a accusé Lizzie Borden d'avoir pris une hache, d'avoir tué son père et sa belle-mère. Et il y a eu un procès. Elle a été exonérée des accusations. Bon, ça a été un procès qui était... Je suis pas convaincu que si on referait le procès aujourd'hui, Lizzie Borden s'en tirerait aussi aisément. Mais pour te donner un petit détail, il y avait un moment donné, Lizzie Borden avait été vue par une voisine en train de brûler une robe. Oh. Et là, évidemment, on pense immédiatement à la robe qu'elle devait porter au moment de commettre les crimes. Et lorsque cette histoire-là arrive devant le tribunal, Lizzie Borden dit à son avocat, c'est vrai que j'ai brûlé la robe, c'est vrai qu'elle était tachée de sang, mais c'était parce que j'ai eu mes règles menstruelles, puis j'avais taché la robe. Et crois-le ou non, on n'a pas voulu discuter, là, passe-moi l'expression, mais on n'a pas voulu discuter de petites culottes durant le procès. Ça se faisait tabou, pas. Dans ces années-là. Ouais, c'est ça, c'était très tabou, puis on s'est dit, non, on commencera pas à parler de lingerie féminine, et puis de santé, d'hygiène féminine durant le procès. Donc, cette preuve-là qui aurait pu être très accablante, ce témoignage de cette voisine qui avait vu Lizzie Borden brûler une robe, et que Lizzie Borden avait elle-même dit cette robe est tachée de sang, n'a pas été admis devant la cour, et éventuellement, Lizzie Borden a été exonérée. Mais tout ça pour te dire que cette maison de Fall River, ces crimes de Lizzie Borden sont devenus célèbres aux États-Unis. La maison, aujourd'hui, on peut la visiter. Elle a été transformée en musée, mais aussi en bed and breakfast. Et tu me fascines quand tu dis ça. Il y a des gens qui cherchent à aller dormir dans cette maison-là. C'est particulier. Écoute, Camille, je l'ai louée 4 fois au complet, là, la maison du sous-sol au plafond. Et, écoute, on tournait des émissions de télé et à 4 reprises, donc, on a loué les lieux, on a loué la maison de Lizzie Borden, qui est transformée, comme je l'ai mentionné, en bed and breakfast. Et
ça a été pour les chasseurs de fantômes et pour les émissions de télé-réalité. Là, il y en a beaucoup aux États-Unis. Ghost Hunter, Ghost Sea, Ghost Adventure. Ben, c'est un détour aussi obligé. Tous ces gens-là ont fait des reportages sur la maison de Lizzie Borden. Et moi-même, je n'y ai pas échappé dans le cadre de la série Dossier mystère à Canal D. On a consacré un épisode, bien sûr, à la maison de Lizzie Borden. La maison de Villisca, c'est un peu le même genre. Donc, une série de meurtres à la hache, assez monstrueux. Parmi les victimes, de nombreux enfants. Aucune arrestation significative pour les crimes et éventuellement la maison transformée en musée et en bed and breakfast. Et à partir du moment où elle est ouverte au public, parce que elle a longtemps été une propriété privée, elle a été à un moment donné abandonnée, donc on avait des fenêtres qui étaient placardées, c'était le rendez-vous des squatteurs et des gens qui voulaient vivre des émotions fortes, mais éventuellement à partir du moment où la maison est transformée en musée, que les gens y ont accès, on va commencer à raconter des expériences étranges. Les gens ont entendu des bruits de pas dans les escaliers. La nuit, ils auraient entendu des pleurs d'enfants. Ils auraient vu les spectres des enfants assassinés en ces lieux. Et il y a même, à un moment donné, un chasseur de fantômes qui s'est rendu sur place et à un moment donné, durant la nuit, il a été pris d'une espèce de folie meurtrière, instantanée, et il s'est lui-même poignardé. Écoute, il s'est enfoncé un poignard dans la poitrine et c'était pas superficiel, là. On a dû le transporter par hélicoptère à un hôpital voisin où éventuellement l'individu s'est remis de ses blessures. Mais il a toujours prétendu qu'il ne se rappelait d'absolument rien. Il se rappelle avoir débarqué à la maison de Villisca. Il avait loué avec ses parents. Il voulait faire visiter la maison à ses parents, qui étaient aussi des amateurs de ce qu'on appelle des true crimes, là, les crimes véritables. Donc, il disait, pourquoi pas aller à la maison de Villisca? Lui s'intéressait aux histoires de fantômes, à la chasse aux fantômes. Alors, il débarque là avec ses parents. Ses parents sont dans une chambre, lui dans une autre. Et durant la nuit, il fait le tour des lieux, invoque les esprits, les fantômes, il leur demande d'apparaître devant lui, et voilà qu'il est pris soudainement de cette folie meurtrière. Il se saisit d'un couteau et se le plante dans la poitrine. Il est transporté à l'hôpital où il va éventuellement se remettre de ses blessures, mais il dira aux journalistes, je n'ai aucun souvenir de l'événement. Je me rappelle être dans la maison, je me rappelle faire une incantation aux esprits, et puis soudain, il dit, voilà, c'est le trou, je me suis retrouvé à l'hôpital, et on me dit que j'avais été poignardé, et que c'était moi qui m'étais auto-poignardé, finalement. Et ça, c'est quand même assez troublant. Donc, on a toutes sortes d'histoires, et on peut se poser la question, est-ce que la maison des crimes de Villisca, en Iowa, pourrait s'inscrire dans la liste des locaux terrificats de ces lieux terribles et ces lieux maudits? Donc, j'ai préparé une petite capsule. On pourra en parler, donc on va présenter la capsule, on va revenir ensuite sur les pour et contre, parce que est-ce que oui ou non il faut croire aux histoires de fantômes qui sont associées à ces lieux. Donc ça, on va voir ça, je dirais, un peu avant la deuxième partie de l'émission, là, vers 18h45, quelque chose comme ça, on va faire entendre la capsule et ensuite on pourra revenir pour discuter de ces événements. Exact, ce sera notre prochain segment. Christian, je te ramène, tu as mentionné en début d'émission que l'actualité est bouillonne de nouvelles sur le monde paranormal et les phénomènes étranges. Quoique les semaines se ressemblent parce qu'on est toujours l'humain à la recherche d'une civilisation, d'une vie extraterrestre. Là. Oui, et cette semaine, je dirais que l'actualité par rapport aux extraterrestres a été particulièrement populaire. Hein? Oui. Bon, ce que ma première nouvelle, c'est en fait une publication, un article qui est paru cette semaine dans un très sérieux périodique scientifique qui s'appelle Publications of the Astronomical Society of Australia, la publication de la Société d'astronomie d'Australie. Et l'article en question dit « The Search for Techno-Signature Toward Galactic ». Donc, la recherche de techno-signature dans la galaxie. Ne t'en fais pas, Camille, je vais tout expliquer de quoi il s'agit, parce que là, on a l'impression qu'on refait nos cours de physique. C'est pas le cas. Donc, on a un groupe de scientifiques qui sont attachés, des astrophysiciens, qui sont attachés au Murchison Wide Field radiotélescope. Ce sont des antennes qui sont dispersées dans le désert australien et qui servent donc à écouter l'espace.
Donc, on capte des signaux, puis tout ça nous permet d'avoir une vision ou de découvrir des choses sur parce que il faut savoir que le cosmos, il est très bavard. Les étoiles parlent, les planètes parlent, et tout ça à travers des espèces de rayonnements cosmiques. Et quand les scientifiques décantent toute cette information-là, ils peuvent déterminer un peu de quel type de corps astral il est question, puis qu'est-ce qu'on a étudié et observé. Et là, voilà qu'on apprend dans cet article que pendant 2 nuits, pour une période de 7 heures au total, ils ont orienté ces antennes vers le centre de la galaxie qu'on appelle le point Sagittaire A. Et ce point, il est assez mystérieux. On sait qu'il y a un fort rayonnement électromagnétique qui provient de cet endroit-là, situé au centre de la galaxie. Et les scientifiques sont d'avis, évidemment, il y a toujours, dans une situation comme celle-là, il y a toujours des hypothèses contraires, mais de façon générale, les astrophysiciens s'entendent pour dire que au centre de la galaxie, il pourrait y avoir un immense trou noir. Et le rayonnement électromagnétique qui provient de cette région-là pourrait être émis par ce trou noir. Cela étant dit, on a déterminé que dans ce même secteur, il y a à peu près 3.3 millions d'étoiles. Tiens, ça fait des étoiles, c'est 3 millions, un peu plus de 3 millions d'étoiles. Et on a déjà, grâce à nos télescopes sur Terre, les radiotélescopes, tout ça, on a déjà réussi à établir l'existence de 144 exoplanètes qui gravitent autour de ces quelques 3 millions d'étoiles qui sont situées dans ce secteur-là qu'on appelle Sagittaire A. Donc, tu comprends que c'est un endroit très, très achalandé. Et on s'est dit, s'il y a des civilisations extraterrestres, plus on s'approche, c'est un peu comme si tu essaies de trouver des gens, tu as plus de chances de trouver des gens en te dirigeant vers les villes qu'en te dirigeant vers la campagne. Voilà. On va dans le point de lumière, là. Voilà, donc nos astrophysiciens se sont dit, on va orienter nos antennes pour écouter ce centre de la galaxie qui est très occupé, très achalandé. Et s'il y a des civilisations extraterrestres, parce que ici on ne cherche pas de la vie extraterrestre, on cherche une technosignature, une signature technologique. C'est-à-dire que s'il y a des civilisations extraterrestres qui vivraient dans cette région-là de l'espace, peut-être qu'elles utilisent elles aussi des ondes électromagnétiques. Elles ont peut-être des communications par ondes électromagnétiques et ces ondes, évidemment, sont rejetées quelque part dans l'espace. Elles voyagent. Peut-être utilisent-ils des ondes lumineuses. Peut-être ont-ils produit autour de leur étoile des satellites ou des structures qui pourraient, par exemple, je donne un exemple un peu fantaisiste, mais ça fait partie des possibilités, donc des espèces de systèmes qui pourraient drainer l'énergie de leur soleil pour pouvoir alimenter leur planète. Ce qu'on appelle une sphère de Dawson, les scientifiques appellent ça comme ça. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Si on fait une extrapolation de ce qui serait possible de faire dans 500 ans, dans 1000 ans ou dans 10 000 ans, on voit qu'il y a énormément de possibilités. Et bien sûr, tout ça va laisser des marques, des traces quelque part. Et on se dit donc, on va tourner nos antennes et peut-être qu'on va capter des signaux qui vont laisser supposer qu'il y a une civilisation technologique dans cette région-là. Donc, on utilise nos fameuses 4000 antennes, on les tourne. Pendant 2 nuits, on écoute pendant pratiquement 7 heures consécutives. Et on n'obtient absolument rien. Et on a même utilisé une longueur d'onde qui est peu utilisée. On le sait, depuis les années 60, les astrophysiciens écoutent l'espace et ils écoutent les scientifiques dont je te parle, eux ont utilisé une bande d'écoute de 155 MHz. Généralement, les scientifiques du programme SETI vont utiliser des longueurs d'onde un peu plus basses. Donc, on a essayé de jouer plus large. On dit, on va inclure les longueurs d'onde utilisées, écoutées par d'autres scientifiques dans le monde qui sont dédiés à des programmes de recherche de vie extraterrestre, mais on va élargir notre spectre. Mais malheureusement, on n'a absolument rien capté. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de civilisation qui vivrait quelque part au centre de notre galaxie, mais on est toujours en quête de preuves.
Parce que c'est très important quand on parle de la vie extraterrestre. On a une tendance à dire, ah oui, la vie doit pulluler partout dans l'univers. Et c'est tout à fait vrai. Même les scientifiques à qui on pose la question nous disent, ben voilà, même dans notre propre système solaire, il est possible qu'il y ait eu plusieurs objets qui ont été des terreaux fertiles à la vie. Hein? On cherche de la vie sur Mars. On sait qu'il y a des lunes de Jupiter ou des lunes de la planète Saturne qui pourraient être des terreaux fertiles à des formes de vie micro-organique. Mais évidemment, les petits microbes, ça nous intéresse pas trop. Hein? Nous, on veut des extraterrestres, des bonhommes civilisations, verts, là. des bonhommes verts, des extraterrestres avec une technologie. Or, malheureusement, quand on pose cette question-là aux scientifiques, autant ils sont favorables à dire la vie doit exister partout dans l'univers, il doit y exister des millions, des milliards de planètes où il y a des formes de vie, mais de penser qu'il y a une forme de vie intelligente qui a développé une civilisation technologique, là, c'est beaucoup moins sûr. Parce que les mécanismes qui ont fait que la vie intelligente est apparue sur Terre sont tellement improbables que d'imaginer que cette improbabilité-là se soit reproduite ailleurs dans l'univers réduit énormément les chances. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais il faut être très prudent. Donc, la vie dans l'univers, très certainement. De la vie intelligente, c'est plus négociable parce que on n'est pas certain de tous les mécanismes qui vont entraîner l'apparition de la vie. Et qui plus est, on sait qu'une civilisation qui va atteindre un apogée technologique comme la nôtre, les civilisations ont une durée de vie. Hein? La civilisation qui vit sur Terre en ce moment, notre grande civilisation technologique, ne vivra pas pendant 100 millions d'années. On est d'accord avec ça. La civilisation technologique, tout ça est apparu. Bon, la civilisation humaine est apparue il y a à peu près 10 000 ans. Avant ça, on avait des groupes de chasseurs-cueilleurs. Là, on était dans le néolithique. Donc, la vie sur Terre, apparaît sur Terre il y a à peu près 4 milliards d'années. Les hommes, les Homo sapiens, bon, en fait, nos ancêtres préhistoriques jusqu'à l'avènement de l'Homo sapiens sont apparus il y a à peu près 2 millions d'années. Et puis, la civilisation telle qu'on la connaît, bon, naît il y a à peu près 10 000 ans. Et de toi à moi, quand on regarde les projections que font les futurologues, ben on pense que d'ici quelques milliers d'années, la civilisation telle qu'on la connaît aura disparu. Soit parce qu'on aura détruit notre environnement, parce qu'on se sera fait la guerre, mais puis il y a des scientifiques qui sont beaucoup plus pessimistes. Hein? Certains scientifiques vont jusqu'à dire que si dans les 100 prochaines années, on ne trouve pas le moyen d'aller coloniser d'autres planètes ou d'autres lieux, ben ça pourrait signifier la fin de la fin de la civilisation humaine telle qu'on l'imagine ou telle qu'on la connaît. Je vais te poser une drôle de question, Christian. Si on n'est pas capable de trouver de civilisation extraterrestre, est-ce que c'est parce qu'on devient un peu, puis je sais que c'est un peu inconnu, là, mais est-ce qu'il y a l'hypothèse que nous soyons des dinosaures dans la galaxie, c'est-à-dire que notre technologie soit tellement peu développée par rapport à d'autres qu'on ne peut pas les capter les autres? C'est drôle de question, là. Non, tu as tout à fait raison, Camille. Il y a plusieurs hypothèses, hein, parce que c'est ce qu'on appelle dans le langage scientifique, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Okay. S'il y a tant de civilisations dans l'univers, comment se fait-il qu'on les a pas vues? Comment se fait-il qu'ils soient pas ici? Bon, évidemment, on peut toujours croire que les ovnis sont des engins pilotés par les extraterrestres, mais mettons de côté les ovnis. Uniquement sur le plan de l'astrophysique, le plan de l'astronomie, s'il y a tant de civilisations dans l'univers, on nous dit qu'il y en aurait des millions, des milliards. Pourquoi on les a pas vues? Pourquoi on n'a pas la preuve que ces civilisations existent? Alors, il y a plusieurs hypothèses. L'une est celle que tu proposes. Peut-être qu'on est tellement des dinosaures, on est peut-être en plein milieu d'une communication interurbaine entre plusieurs planètes, qu'on est trop peu évolué pour se rendre compte de tout ce qui se passe autour de nous. C'est possible. Donc ça, c'est une des hypothèses. Donc, notre technologie ne nous permet pas de détecter ces civilisations plus avancées qui seraient autour de nous. L'autre possibilité, c'est que ces civilisations-là, on ne les a tout simplement pas encore trouvées. Elles existent, mais sont pas aussi nombreuses qu'on le croyait. Donc, il faut continuer à chercher. L'autre possibilité, c'est que ces civilisations-là ont toutes disparu. Ah. Donc, au moment où on se parle,
On est la civilisation la plus intelligente qui existe dans l'univers. Il y en a eu d'autres avant nous qui nous ont précédés dans l'aventure de l'intelligence, mais ces civilisations se sont détruites ou ont disparu. Et après la nôtre, quelque part ailleurs dans l'univers, d'autres civilisations naîtront. Mais au moment où on se parle, on est peut-être la civilisation la plus, technologiquement parlant, la plus avancée. Donc c'est une autre hypothèse à laquelle on doit faire face. Et une autre hypothèse, la quatrième hypothèse, c'est ce qu'on appelle la big question. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas qui nous empêche de découvrir ces autres civilisations. Okay. Donc un grand point d'interrogation. Mais le fait qu'on n'ait rien trouvé ne veut pas dire que ces civilisations-là n'existent pas, mais évidemment, on doit rester humble et se dire, peut-être qu'on est, peut-être qu'il y a pas, on n'a pas la technologie nécessaire, peut-être qu'on n'est pas capable de les trouver, puis peut-être qu'on est aussi des dinosaures qui fait qu'on n'est pas, qu'on a absolument aucune idée de ce qui se passe autour de nous. Nous, les êtres humains, nous vivons dans des univers à 3 dimensions. Hein? On a une profondeur, une hauteur, une largeur. Mais les scientifiques, puis je sais que même quand on parle avec des astrophysiciens, ils ont souvent des notions qui sont difficiles à comprendre. Tu sais, essaie de comprendre, par exemple, l'infini. L'univers est infini. Qu'est-ce que c'est ça? L'infini, on dirait, c'est tellement abstrait qu'on a de la difficulté à imaginer ça. Ça me rappelle, par exemple, quand j'étais à l'université, je parlais avec un prof de sciences, puis je lui dis, quand le Big Bang s'est produit dans le vide, puis il me disait à moi, il me dit, non, il dit, le Big Bang ne s'est pas produit dans le vide. Il dit, le Big Bang crée le vide. Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de vide. Mais non, mais comment quelque chose a pu se produire dans rien? Tu sais, il n'y avait même pas de vide. Tu sais. Et ça devient des notions qui sont tellement abstraites qu'on a de la difficulté à imaginer le modèle de ça. Et c'est un peu la même chose ici. Donc, on vit dans un monde à 3 dimensions, mais les scientifiques nous disent, mais il n'est pas interdit de penser que l'univers pourrait avoir d'autres dimensions. Donc, on dit 3 dimensions, si on inclut le temps, parce que tout mouvement que tu vas faire en hauteur, en largeur, en profondeur va demander un temps. Donc, le temps est d'une 4e dimension sur laquelle on n'a pas de contrôle. Mais les scientifiques croient qu'il pourrait y avoir une 5e, une 6e, une 7e dimension. Mais donc, s'il y a une 7e dimension, on est un peu comme des bonhommes sur une feuille de papier qui voient pas ce qui se passe autour de nous. Ou si tu préfères, un poisson dans un aquarium, qui voit ce qu'il y a dans l'aquarium, mais qui est incapable d'imaginer le monde en dehors de l'aquarium. Et là, de temps en temps, il imagine, il y a un poisson qui est sorti, qui a fait un bond en dehors de l'aquarium, puis il dit, attends une minute, il y a peut-être quelque chose là, dehors. Mais ça devient tellement abstrait qu'on est incapable de le figurer ou de le modéliser. Donc, c'est peut-être toutes sortes d'éléments, des conséquences auxquels on doit faire face dans notre recherche et qui fait qu'actuellement, cette recherche sur la découverte de civilisations extraterrestres est demeurée relativement anémique jusqu'à maintenant. Il y a tellement de possibilités, Christian. Passons maintenant aux ovnis. Ils font leur entrée à l'université de Würzburg en Allemagne. Oui, et ça c'est amusant parce que le sujet des ovnis, entendons-nous, c'est un sujet qui a très longtemps été méprisé par la communauté scientifique. C'était toujours les histoires de petits bonhommes verts. Mais là, voilà que depuis quelques années, je dirais depuis 3-4 ans maintenant, on parle beaucoup des ovnis et on les a sortis un peu du placard. Ce qui était avant, quand on parlait des gens qui s'intéressaient aux ovnis, on imaginait des gens avec des tucs en papier de plomb. Là, Mais là, depuis 2017, on a vu apparaître toutes sortes d'articles dans la grande presse populaire américaine. On a vu également être publiées des vidéos qui auraient été tournées par des pilotes de la US Navy, même dans la signature de l'émission Radio X-Files, on entend justement l'un de ces pilotes qui commente le mouvement d'un de ces ovnis qu'il voit là sur son écran radar. Donc, tout ça nous semble très sérieux et puis l'automne dernier, à l'issue d'un bras de fer qui s'est joué entre le Congrès américain et le département de la Défense aux États-Unis, le Pentagone a décidé de mettre de l'avant un nouveau programme d'enquête sur les ovnis. Tout ça pour te dire que le sujet des ovnis aujourd'hui apparaît a priori beaucoup plus sérieux qu'on n'aurait pu l'imaginer il y a 15 ou 20 ans, où on se disait ce sont tous des illuminés qui s'intéressent à ça. Et il y a un tel intérêt pour la question des ovnis que voilà qu'on apprend cette semaine que l'Université Würzburg
Würzburg, qui se trouve en Bavière, et qui a déjà en son sein un centre d'études international de recherche extraterrestre, qui est en fait une union entre plusieurs départements de recherche scientifique, qui est dirigé principalement par le département des mathématiques et des sciences informatiques. Donc, ces gens-là travaillent à la recherche, à l'amélioration des mécanismes utilisés en physique et en astronomie, pour mieux détecter les civilisations ou les vies extraterrestres qui pourraient exister, un peu comme le projet dont je viens de te parler, qui ont été menés par des scientifiques australiens. Donc, on essaie d'améliorer ces mécanismes-là pour pouvoir peaufiner nos appareils. Évidemment, jusqu'à maintenant, les ovnis ne faisaient pas partie de leur agenda. C'était nous sommes des scientifiques. Nous, on s'intéresse à la question des extraterrestres, mais de manière scientifique. On cherche de l'exobiologie, donc de la vie ailleurs. Mais le sujet des ovnis au cours des dernières années, et en particulier des derniers mois, est devenu un incontournable. Et là, on apprend que les gens de l'Université Würzburg, qui dirigent ce centre d'études internationales de recherche extraterrestre, ont décidé d'ouvrir un petit bureau pour enquêter, étudier les soi-disant observations d'OVNI. Donc maintenant, on a comme élargi la barrière. On inclut, même si le phénomène reste très, très marginal sur le plan scientifique, on a quand même décidé d'inclure dans l'interrogation intellectuelle, la démarche de la pensée, ce phénomène des ovnis, les phénomènes aériens non identifiés, si on utilise le nouveau vocable, et ce que les scientifiques espèrent. Il y a en Allemagne des organisations très importantes qui s'intéressent au domaine de l'astronautique, de l'astrophysique, de la mécanique quantique. On pense par exemple à des sociétés comme la Société Max Planck, le Centre national allemand de l'aérospatiale. Ce sont des organismes qui sont des têtes le nec plus ultra de la recherche scientifique dans le domaine de l'aérospatiale en Allemagne. Et on espère que ce petit bureau, en fait, je dirais, cette annexe qu'on a créée pour pouvoir étudier les observations d'OVNI pourra attirer l'intérêt ou susciter l'intérêt de ces grandes sociétés qui pourront peut-être éclairer de leur lumière les observations qui seront rapportées à l'Université Würzburg et qui concernent des phénomènes aériens non identifiés. Mais on voit qu'il y a une espèce d'avancée de la pensée, en ce qui, il y a quelques années encore, était un sujet qui faisait bien rigoler. Ben là, aujourd'hui, on commence à en parler de manière plus sérieuse. Faut faire attention, d'en parler plus sérieusement ne veut pas dire que c'est vrai pour autant. Il faut rester excessivement prudent. Parce que je sais, inutile de dire que je suis un peu toutes les conversations qui se fait sur les réseaux sociaux par rapport aux ovnis. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un soudain intérêt pour la question des ovnis. Le département de la défense américain s'intéresse à ces sujets-là. Quoique le sujet pour le département de la défense aux États-Unis est assez double. On se dit, on s'intéresse aux phénomènes aériens non identifiés, mais ça nous chuchote à l'oreille que les ovnis pourraient être des drones utilisés par les Chinois ou par les Russes. Donc, tu comprends? Fait que, oui, ça fait bien, puis, tu sais, le département de la Défense dit, oui, on a entendu parler de ces histoires de phénomènes aériens non identifiés. On va s'en occuper, on va s'y intéresser, parce qu'il y a, bien sûr, une menace à la sécurité nationale. Et là, bien sûr, parce qu'il y a un intérêt, les amateurs d'OVNI sont tous là à brandir leur bannière en disant c'est des extraterrestres. 2022 sera une année charnière, l'année de la grande révélation. On va enfin apprendre ce qu'on nous cache. Écoute, Camille, moi je suis dans ce milieu-là depuis le milieu des années 70. Oh. Et la première chose qu'on m'a dit en 1976, lorsque j'ai fait ma première enquête, l'enquêteur qui travaillait avec moi, qui était un vieux monsieur, me dit « Christian, 1976 sera une année charnière. C'est l'année de la grande révélation. » Et donc, depuis 1976, chaque année est une année de la grande révélation. Bon, on l'attend toujours, elle s'est pas produite, mais c'est toujours l'année de la grande révélation. Et sans dire qu'on plafonne des records, Christian, il y a des phénomènes ovnis qui sont détectés de plus en plus, qu'ils soient souvent des canulars, là. Oui. Mais aux États-Unis, au Canada, là, on prétend beaucoup, dans les dernières années, en avoir vu. J'imagine que c'est pas d'hier, là.
Non, le phénomène des drones, hein, parce que quand on parle des drones, on entend souvent le discours, parce que, bon, le département de la Défense, je reviendrai pas là-dessus parce que j'en ai longuement parlé avec Marceau, mais il faut savoir que quand le département de la Défense, en novembre dernier, a décidé de créer son unité spéciale pour enquêter sur les ovnis, qui bénéficie du très beau nom du Bureau de gestion et de synchronisation pour l'identification des aéronefs non identifiés. Donc, c'est un très beau nom, là. Donc, il crée ce bureau-là et il confie la gestion de ce bureau au sous-secrétaire à la Défense pour la sécurité et le renseignement. Il faut savoir que le secrétariat de la Défense pour la sécurité et le renseignement, c'est une entité du Pentagone qui n'a jamais, mais jamais rien fait d'autre que de l'espionnage militaire. Rien d'autre. Donc, en confiant ce bureau-là à un autre bureau qui n'a jamais rien fait d'autre que de l'espionnage militaire, ça envoie un signal. Et ce signal, c'est nous pensons que les ovnis sont des drones utilisés par les Chinois, les Russes ou une autre nation. Parce que, bon, on fera pas d'enquête scientifique avec un bureau qui ne fait que de l'espionnage. Donc, le message est assez clair que pour l'instant, le département de la Défense prend très au sérieux l'incursion d'aéronefs non identifiés au-dessus de son territoire, principalement au-dessus de lieux au-dessus de territoires où ont eu lieu des manœuvres militaires. Et les films dont je t'ai parlé, tournés par des pilotes de F-16 ou de F-18 par l'armée américaine, c'était des gens qui participaient à des opérations militaires. Bon, les plus connus sont 2004 au large de San Diego en Californie et ensuite fin 2014, début 2015 au large de la Floride et de la Virginie. Donc, ce sont deux terrains où il y avait des porte-avions, on faisait des manœuvres militaires secrètes et les pilotes ont rapporté la présence d'aéronefs inconnus. Donc, que le département de la Défense américain s'intéresse à la présence de ces objets non identifiés, c'est tout à fait légitime. C'est-à-dire, on fait des manœuvres militaires et nos pilotes nous rapportent que des aéronefs qui ne sont pas de chez nous, qui sont sur place. Évidemment, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'être espionné par les Chinois? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être espionné par les Russes? Donc, on veut le savoir. Donc, l'intérêt des militaires est tout à fait justifié. L'enthousiasme des amateurs d'ovnis l'est tout autant. Donc, je comprends que eux qui, jusqu'à tout récemment, étaient considérés un peu comme des marginaux parce qu'ils s'intéressaient à ces phénomènes-là, de voir que le sujet, maintenant, on en parle au grand jour, on en parle sérieusement, même si on met un très sérieux bémol sur l'hypothèse extraterrestre, hein, parce qu'on regarde les autorités, jamais elles ne mentionnent le mot extraterrestre. L'année dernière, ils ont publié un rapport en disant « Oui, on a dans nos archives des dossiers pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication et a priori, parfois, on a l'impression que ces objets-là ont fait des manœuvres aéronautiques spectaculaires, mais on manque de données pour pouvoir le confirmer. Mais à aucun moment, ils ne mentionnent qu'il pourrait s'agir des extraterrestres. Jamais. Donc, mais on peut comprendre l'enthousiasme des amateurs d'ovnis parce que là, le sujet des ovnis, c'est sérieux, on en parle. Ben déjà, de troquer un chapeau d'aluminium pour un sarrau blanc de scientifique, c'est un pas de plus. C'est un pas de plus. Mais ce qui est un peu malheureux là-dedans, bon, comme tout le monde, on a le droit de rêver, puis j'aimerais ça, moi aussi, que demain matin, on nous dise finalement, on a la preuve que nous sommes visités par des extraterrestres. Écoute, ça serait la nouvelle qui serait la plus sensationnelle de l'histoire de l'humanité. Comparé à ça, la découverte du feu ou la marche de Neil Armstrong sur la Lune, ça passerait pour de la petite bière. Mm-hmm. Mais je sais que mon anticipation personnelle, c'est j'ai bien peur que si dans 6 mois ou dans 1 an, le département de la Défense publie un rapport en disant on a enquêté sur ces observations et pour l'instant, on continue de lorgner vers la possibilité de drones de forces militaires étrangères et pas vers les extraterrestres. Je le sais que les amateurs d'ovnis vont crier au scandale, ils vont crier à la dissimulation. Encore une fois, on nous cache la vérité. C'est un complot, une conspiration qui perdure depuis des décennies. J'entends déjà leur discours. C'est toujours ça. Dans le fond, les amateurs d'ovnis, puis je parle qu'en mon nom, les amateurs d'ovnis ont souvent le discours « nous voulons la vérité », mais sous-entendre que la vérité doit être des engins extraterrestres. Oui. Donc, on est prêt à accepter la vérité, mais il faut que cette vérité-là corresponde à ma croyance. Voilà. Et si cette vérité-là ne correspond pas à ma croyance, c'est forcément parce qu'il y a un complot, parce qu'on me ment, ou etc., etc. Donc, mais restons l'esprit ouvert.
Pour l'instant, on le sait pas. On a un nombre d'observations d'OVNI qui ont été rapportées. Même le Pentagone reconnaît que certaines de ces manifestations ne semblent pas s'expliquer aisément par des manœuvres conventionnelles d'aéronefs telles qu'on peut le percevoir. Mais jamais on ne parle d'extraterrestres, mais la porte n'est pas fermée. Donc, restons ouverts, mais en même temps prudents. Parce que, moi, j'ai peine à croire que si on était visité par des extraterrestres, quand on essaie d'avoir une vision, le grand tableau, le grand tableau, c'est de se dire, c'est curieux. On dirait que ce phénomène-là est essentiellement américain. Puis là, les amateurs d'OVNI sont toujours en train de dire, non, on a aussi, c'est un phénomène international, il y a des observations. C'est vrai, ça, par exemple. Il y a des observations aussi en Australie, il y en a eu en Chine, au Japon, au Koweït, il y en a eu partout. Et là, je me dis, OK, si c'est un phénomène international, t'es-tu en train de me dire que tous les pays du monde, on a 195 pays et territoires officiels sur la planète, t'es-tu en train de me dire qu'on a réuni tout ce monde-là dans un hangar, là, incluant des pays qui sont ennemis des États-Unis, là, la Russie, l'Iran, l'Irak, on les a tous réunis, là. Puis là, les Américains ont fait leur speech, puis ont dit, nous autres, on a décidé qu'on disait pas la vérité au monde. Les gens ont tout levé le main. Moi, nous autres aussi, on adhère tout à cette politique-là. Voyons, c'est quand même invraisemblable. Si le phénomène est international, toutes les nations du monde, toutes les autorités militaires du monde, tous les gouvernements du monde doivent être au courant. C'est un peu difficile de garder un tel secret s'il y a 195 pays qui sont impliqués dedans. C'est difficile de croire que ces 195 pays auraient aligné leur politique nationale ou militaire sur la politique des Américains. Que les Américains se disent « Oh, faut pas dire au monde que les extraterrestres nous visitent parce que on peut tirer de la technologie de ça, puis on créerait de la panique. » Mais qu'est-ce qui nous dit que le président de la Nouvelle-Zélande, lui, aurait pas tendance à dire « Non, au contraire, c'est une découverte tellement spectaculaire qu'il faut en informer le public. » C'est d'imaginer que tout le monde s'est aligné sur la même politique. Et on le voit là, à Ottawa ou à Québec, on a des partis politiques qui comptent des dizaines de membres, puis ils s'entendent pas. Ah voilà, Christian, le monde au complet serait en guerre. Là. Ouais, puis là, tout le monde. C'est quand 15 Américains ont dit, on le dit pas. Là, j'essaie d'imaginer le président de l'Irak qui a levé sa main. C'est vrai, ça. Moi aussi, j'adore cette politique-là. Puis le président du Togo a levé sa main. Moi aussi, j'adhère à ça. tu dis, il y a quelque chose qui va pas. C'est comme si le monde, quand on parle d'OVNI, le monde entier s'aligne sur les politiques du département de la Défense des États-Unis. Ça me paraît lourd et ça me paraît gros. Mais je peux me tromper. Là, dans le fond, Camille, là, je viens de te faire un petit laïus éditorial. Ben oui! Mais je t'explique un peu pourquoi j'ai ce doute-là. Puis je peux me tromper, je veux dire, j'ai pas la science infuse, puis je peux comprendre que je sois énormément critiqué pour une position comme celle-là, puis bon, ça donne rien de m'écrire sur des réseaux sociaux puis de m'insulter, là. Je veux dire, j'assume, c'est ma position, j'accepte que des gens ne pensent pas comme moi, mais je sais pas, avec l'expérience, ça fait quand même 45 ans que je suis dans ce milieu-là. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait des reportages et je vois régulièrement, dans tous les reportages que j'ai fait, je voyais je faisais des trucs, par exemple, dans des pays musulmans, je faisais des trucs dans les pays occidentaux. Puis tu vois des différences de politique, les différences de vision. Tu te dis, écoute, imaginez là que une question aussi essentielle que celle-là, aussi fondamentale que celle d'être visité par des extraterrestres, serait accepté par toutes les nations du monde pour le cacher à la population. Ça me paraît invraisemblable. Et je suis fière que tu appuies ta ligne éditoriale et que tu l'assumes, parce que le slogan à Radio X, Christian, c'est « Faites-vous votre propre opinion ». Mais tu vois, donc c'est ça. Bon, et puis ça n'a jamais fonctionné. Je veux dire, t'arriveras jamais, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Toutes les nations aller dans le même sens pour une politique. Tu comprends? Parce que les politiques d'un pays à un autre, elles sont guidées par des positions personnelles, les attentes personnelles des dirigeants. Il y a des croyances religieuses, des croyances philosophiques. Donc, c'est tellement varié le fait que des nations vont choisir telle ou telle politique. Elle repose sur plein d'éléments qu'on doit considérer. Et là, soudain, on aime ça parce que ça nous permet de créer un semblant de vraisemblance. Tu te dis, les ovnis, on nous cache la vérité. Ouais, c'est le gouvernement américain, le Pentagone, ils nous cachent ça, ils ont des extraterrestres dans le hangar. Comment ça fait que
que les Américains qui ont des cadavres d'extraterrestres dans leur hangar. Il n'y a pas en Nouvelle-Zélande un hangar qui aurait un cadavre d'extraterrestre. Puis pourquoi le gouvernement de la Nouvelle-Zélande lui dirait, je vais faire exactement comme les Américains, ou le dirait pas. C'est ça. Tu te dis, on est d'accord que le Togo, probablement pas des visions militaires. Ils se disent pas, on va étudier ce soucoupes volantes qu'on a dans nos hangars, nous autres aussi, parce que y a pas que les Américains qui doivent avoir l'hégémonie sur les soucoupes volantes quand même. Ils doivent pas s'écraser uniquement aux États-Unis. On a peut-être une qui s'est écrasée quelque part au Sierra Leone. Et là, tu te dis, le gouvernement de Sierra Leone, je pense pas qu'il se dit, moi, étudier ça pour me développer des super avions. Les avions sont encore en paille. Pourquoi qu'on le dit pas à la population? Pourquoi on n'informe pas le public? Les Américains n'auront pas ça. OK, c'est correct. Ça me paraît beaucoup. Christian Page, ton éditorial termine très bien notre segment actualité de l'émission. Je regarde l'heure, on commence déjà à prendre un peu de retard. On va faire une pause et on présente notre sujet de la soirée au retour. C'est beau, parfait. Ici même sur Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On est en direct ce soir du 1134 Grande Allée Ouest pour l'émission Radio X-Files. Également en direct sur la page Facebook. Je vous invite à aller cliquer j'aime si c'est pas déjà chose faite. Et sans plus tarder, Christian Page, présentons la capsule, de notre sujet de ce soir. Ce sont les lieux terribles, les locats terrifiants. On en a parlé en début d'émission. Est-ce qu'il y a réellement des lieux qui ont été marqués par une forme de malédiction à ce point que les drames s'y produisent de manière successive, des lieux qui sont cicatrisés par le passé? Alors, sans plus tarder, les locats terrifica et principalement les meurtres à la hache de Villisca. Nous vous revenons tout de suite après. Merci, Christian. À croire que les murs sont des éponges. Ils s'imbibent, ils se gorgent, ils s'imprègnent de toutes les manifestations de vie dont ils sont les témoins apparemment impassibles. Pas une chaleur humaine qu'ils ne retiennent, pas un bruit, pas une parole, pas une tache neuve, pas une couleur importée, pas une larme, pas une sueur, pas une odeur, pas un murmure d'amour, pas un cri de haine dont ils ne se souviennent. Ils gardent l'empreinte de tous les événements, de toutes les scènes, de tous les spectacles auxquels ils ont assisté. Les joies, les souffrances, les sentiments, même les pensées des hommes créent à l'intérieur d'une maison, d'un logis, une ambiance vibratoire composée d'innombrables micro-vibrations qui criblent le décor inerte de l'existence quotidienne, y laissant des cicatrices d'autant plus profondes que l'impact a été plus violent et plus répété. Ces quelques phrases sont tirées du livre de Roger de la Forêt, « Ces maisons qui tuent », publié en 1972. Mais au-delà de la prose, y a-t-il vraiment des lieux marqués par une quelconque forme de malédiction? Des endroits cicatrisés par des événements du passé? Faut-il croire aux locats terrifica, les lieux terribles? En bordure du Grand Canal de Venise, le Palais Cadario semble tout droit sorti de la brochure d'une agence de voyage. Mais les gens qui connaissent son histoire préfèrent ne pas s'y attarder. Selon les Vénitiens, ce majestueux bâtiment est maudit, et la malchance qui depuis des siècles poursuit tous ses propriétaires ne montre aucun signe de faiblesse. C'est en 1488 que l'ambassadeur de Florence à Venise, Giovanni Dario, commande à Pietro Lombardo, l'un des plus célèbres architectes italiens de son époque, l'érection d'un palais pour lui et sa famille. Lombardo est réticent. Le terrain choisi est un ancien ossuaire. Il explique au seigneur Dario
qu'il serait mal avisé de construire un tel bâtiment sur une terre consacrée. Mais l'ambassadeur insiste. Lombardo s'acquitte donc de sa tâche. Mais ses conseils vont poursuivre Giovanni Dario jusque dans la mort. Peu après avoir emménagé dans son nouveau palais, l'ambassadeur tombe en disgrâce auprès de ses pairs et est renvoyé du Conseil de Florence. Il meurt peu après, en 1494. Inconsolable et stigmatisé par la déchéance paternelle, sa fille, Marietta, s'enferme dans sa chambre et se laisse mourir de faim. Ces tristes épisodes marquent le début de la malédiction du palais Cadario. Quelques années plus tard, le palais passe entre les mains d'un riche Arménien, commerçant de pierres précieuses. Dès son arrivée au palais, ses affaires deviennent moins florissantes. Il connaît bientôt la faillite et finit par se suicider. En 1839, un certain Rawdon Lubbock Brown, un Anglais, se porte acquéreur du palais. Le bâtiment est alors en triste état. Brown investit sans compter pour le restaurer. Hélas, à l'instar de ses prédécesseurs, il connaît bientôt des difficultés financières et, contraint à la faillite, il se donne la mort. C'est ensuite au tour du poète français Henri de Régnier d'y élire domicile. Il meurt de la malaria peu de temps après. Dans les années 1950, le Palazzo est racheté par un excentrique américain, Charles Bright. Il s'y installe avec son amant, un jeune homme qui aurait pu être son fils. Mais le drame n'est jamais bien loin. L'amant se suicide dans une chambre du 2e étage et Briggs prend la fuite. Il quitte Venise et se réfugie au Mexique. Il sera éventuellement assassiné dans une chambre d'hôtel de Mexico. En 1968, le comte Filippo della Lanze de Turin prend possession des lieux. 2 ans plus tard, son amant, Raoul Blasic, l'assassine sauvagement. En 1972, Keith Lambert, le manager du groupe rock britannique The Who, achète le palais Cadario. Il espère en faire une espèce de Graceland dans la Sérénissime. Il tient des soirées débridées sur fond de sexe, drogue, alcool et rock'n'roll. Il demande à ses voisins de l'appeler Baron Lamberti. Il est complètement déjanté. Il raconte que le palais est hanté par des âmes errantes. Mais la luxure et ses lubies ont un prix. Le 7 avril 1981, Keith Lambert se suicide en s'injectant dans les veines un cocktail mortel de drogue. Dans les années 1980, Raoul Gardini, magnat de l'industrie italienne, rêve d'offrir le palais à sa fille en cadeau de mariage. Pour éviter que le palais ne lui échappe, il rachète la compagnie qui en est propriétaire. Sa fortune ne parvient pas à vaincre la malédiction. Le mariage de sa fille tourne au désastre et en juillet 1993, mêlé à une affaire de corruption, Gardini met fin à ses jours. En 1994, alors qu'il visite Venise en compagnie de son ami Souyin Previn, Woody Allen tombe en pamoison devant le palais Cadario. Le cinéaste confie à des amis qu'il est prêt à payer jusqu'à 10 millions de dollars pour acquérir l'édifice de 3 étages. Mais la transaction n'aura jamais lieu. On raconte qu'en apprenant l'histoire du palais Cadario, Woody Allen se serait ravisé, trouvant l'endroit beaucoup moins accueillant. Début 2011, le Palazzo a trouvé de nouveaux propriétaires, des gens discrets et anonymes. Depuis, c'est le silence. Ont-ils vaincu la malédiction du Cadario?
ont-ils appris à vivre en cohabitation avec ces fantômes? Au début du 20e siècle, la famille Moore, Josiah Moore, sa femme Sarah et leurs 4 enfants vit à Villisca, dans l'Iowa, aux États-Unis. La ville se trouve dans le comté de Montgomery et ne compte que 2500 résidents. Villisca est située à 2 heures de route au sud-ouest de Des Moines. Au soir du 9 juin 1912, après un spectacle d'enfants donné à l'église presbytérienne, les 6 membres de la famille Moore et 2 fillettes voisines, Lena et Ina Stillinger, rentrent à la maison. Il est environ 22 heures. Au cours de la nuit, tous les occupants du 323 East 4e rue sont assassinés à coups de hache dans leur sommeil. Le meurtrier massacre d'abord les parents Josiah et Sarah Moore, puis il entre dans la chambre des 4 enfants, Herman, Catherine, Boyd et Paul, âgés de 5 à 11 ans. Il les tue également. Il descend ensuite dans une chambre du rez-de-chaussée où dorment les 2 voisines, Lena Stillinger, 12 ans, et sa petite sœur, Ina, 8 ans. Il les frappe avec frénésie, leur défonçant le crâne. Après ces crimes, l'assassin prend longuement le temps de recouvrir les corps avec des draps. Il place aussi des linges sur les miroirs, apparemment, comme le prétend une superstition, pour empêcher les âmes d'y demeurer prisonnières. Le lendemain matin, une voisine, Mary Peckman, s'inquiétant de ne pas voir les enfants Moore, décide de s'assurer que tout va bien. Elle frappe, mais n'obtient aucune réponse. Elle tente d'entrer, mais la porte est verrouillée. Étrange. D'autant plus que les Moore, comme tous les habitants de Villisca, n'ont pas l'habitude de verrouiller. L'endroit est paisible et il n'y a aucun criminel à Villisca. Madame Peckman fait le tour de la maison, mais tous les rideaux sont tirés. Plus surprenant encore, 2 fenêtres, qui n'ont pas de rideaux, ont été obstruées par des draps tendus devant les vitres. Tout cela est très inquiétant. La femme téléphone au frère de Josiah, Ross, qui habite à quelques rues. 1 heure plus tard, Ross débarque au 323 East 4e rue. Il est aussitôt rejoint par Madame Peckman, qui lui explique n'avoir vu aucun mouvement depuis son appel. Ross, qui a un double des clés, entre enfin dans la maison. Ce qu'il y découvre le glace d'horreur. 8 corps, 2 adultes et 6 enfants, ont littéralement été massacrés. La police de Villisca est appelée sur la scène du crime. Il n'y a clairement aucun survivant. Dans la chambre du rez-de-chaussée, où reposent les fillettes Stillinger, les constables découvrent une hache soigneusement nettoyée, sans doute l'arme du crime. D'autres détails attirent leur attention. Sur la table de la cuisine, il y a une assiette de nourriture partiellement mangée. Sarah Moore n'aurait jamais laissé ce désordre avant de se mettre au lit. L'assassin se serait-il offert une collation après son terrible massacre? À proximité, il y a une casserole d'eau sanglante, comme si l'assassin l'avait utilisée pour se laver les mains. Sur le plancher du rez-de-chaussée, près de l'endroit où a été trouvée la hache, il y a également un gros morceau de lard enveloppé dans une serviette. Les enquêteurs supposent que la pièce de viande aurait pu servir à des fins sexuelles. Ils croient aussi que l'assassin a profité de l'absence des Moore pour entrer et se dissimuler dans le grenier. Il aura alors attendu le retour de la famille pour commettre son crime.
Dans la maison, il n'y a aucune trace de lutte. Dans une chambre du premier étage, le couple, Josiah et Sarah, sont étendus ensemble. Des auteurs écriront plus tard que, devant eux, au pied du lit, l'assassin aurait pris soin de placer leurs 4 enfants, côte à côte, comme s'ils s'étaient adonnés à un étrange rituel. C'est possible, mais cette anecdote macabre n'est pas confirmée par les dossiers policiers. Il est plus vraisemblable de croire que les enfants étaient toujours dans leur lit. Dans la chambre du rez-de-chaussée se trouvent les corps des fillettes Stillinger. Lena, l'aînée, a le visage couvert d'un manteau. Sa chemise de nuit est remontée au-dessus de sa poitrine et elle ne porte aucun sous-vêtement. Les enquêteurs pensent immédiatement à une agression sexuelle, mais cette hypothèse est écartée par le légiste. Aucune des victimes ne présente de marques de violence sexuelle. Toutes ont été frappées à la tête à de nombreuses reprises. Les indices suggèrent que l'assassin les a d'abord matraquées avec le côté plat de la hache avant de les défigurer avec le tranchant. Il s'est particulièrement acharné sur Josiah Moore, au point où les yeux ont littéralement été expulsés de leurs orbites. Dans le hangar à charbon attenant à la maison, les policiers notent une dépression dans un ballot de foin, comme si quelqu'un avait dormi là. Ils découvrent aussi un espace entre 2 planches du mur, un trou fait à dessein donnant sur la salle de séjour de la maison. Tout porte à croire que l'assassin a utilisé cet interstice pour espionner les Moore. Son crime était sans doute prémédité. La rumeur de ces meurtres épouvantables se répand comme une traînée de poudre. Le crime est hors norme, non seulement à cause du nombre des victimes, mais surtout à cause des victimes. 6 enfants âgés de 5 à 11 ans. Quel monstre a bien pu se rendre coupable d'un tel bain de sang? Aux journalistes qui commencent à affluer et qui s'ajoutent au nombre croissant de curieux, le marshal Hank Horton se contente de dire « Je crains que quelque chose d'horrible ne se soit produit ici. » D'après les enquêteurs, les meurtres auraient eu lieu entre minuit et 5 heures du matin. Les victimes sont Josiah Moore, 43 ans, son épouse Sarah, 39 ans, leurs enfants Herman, Catherine, Boyd et Paul, âgés respectivement de 11, 10, 7 et 5 ans, et les sœurs Lena et Ina Stillinger, des fillettes de 12 et 8 ans. Sur place, les policiers sont vite débordés par l'afflux de curieux. Ils marchent partout autour de la propriété, tentant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ce faisant, une partie de la scène de crime est contaminée, ce qui n'est rien pour faciliter le travail des enquêteurs. Pire, des dizaines de personnes sont autorisées à entrer dans la maison. Des objets sont touchés, manipulés et déplacés. Certains curieux repartent même avec des souvenirs, des ustensiles, de la vaisselle et autres babioles. En fin de journée, les policiers tentent d'utiliser des chiens pisteurs, mais l'odeur des badauds agglutinés aux fenêtres rend l'opération impossible. Le marshal appelle également en renfort la garde nationale pour pouvoir sécuriser la scène de crime. Une scène qui, de plus en plus, a des allures de boulevard. La question que tous se posent est bien sûr qui? Qui a bien pu commettre cet horrible crime? Josiah Moore, un commerçant prospère de Villisca, pourrait-il s'être fait des ennemis à ce point vindicatif? Les jours et les semaines s'égrènent. Les enquêteurs ciblent plusieurs suspects. Il y a un certain Andrew Sawyer,
un vagabond qui a parlé à son patron de manière confuse des meurtres de Villisca, précisant qu'il dormait lui-même avec sa hache. 1 an plus tôt, ce même Sawyer avait été arrêté et suspecté d'une série de meurtres à la hache commis à Colorado Springs, à 1000 km de Villisca. Sawyer est interpellé le 18 juin 1912, mais une vérification de ses allées et venues pour la soirée du 9 juin prouve qu'il a passé la nuit dans le village voisin d'Osceola, à une centaine de kilomètres des lieux du crime. Les autorités tournent aussi leur attention vers le révérend George Kelly, un personnage sulfureux. D'obédience méthodiste, le révérend a exercé sporadiquement des ministères dans le Dakota, au Minnesota, au Kansas et en Iowa. Chaque fois, les fidèles lui ont montré la porte, le suspectant d'être un voyeur et d'envoyer par la poste du matériel pornographique. Il a même fait un court séjour dans un hôpital psychiatrique. Le soir des meurtres, il était de passage à Villisca. Puis, le matin même, des voyageurs l'auraient vu monter dans un train en partance pour Des Moines. Il aurait même confié à des passagers que 8 personnes avaient été tuées à Villisca, et ce, avant l'annonce des crimes par la police. 2 semaines plus tard, obsédé par les meurtres, le révérend Kelly est revenu à Villisca, où il s'est fait passer pour un enquêteur de Scotland Yard, la célèbre police métropolitaine de Londres, en Angleterre. Une initiative qui lui a permis de visiter la maison des crimes. À l'été de 1917, 5 ans après les meurtres, le révérend Kelly est arrêté et questionné. Au début, il nie s'être jamais intéressé à cette histoire. Puis, après des semaines d'interrogatoire, il craque. Il raconte que le soir des meurtres, il s'est rendu dans une église de Villisca, où une voix lui aurait ordonné de tuer et de détruire. Sans destination précise, il aurait marché jusqu'à la maison des Moore, où une ombre l'aurait invité à entrer. Sur place, il aurait trouvé une hache et, cédant à l'impulsion de cette voix, il aurait massacré tous les occupants. Sur la foi de ses aveux, le révérend Kelly est formellement accusé des meurtres de Villisca. Mais avant que ne débute son procès, l'accusé revient sur ses déclarations. Il soutient qu'il a inventé cette fable parce qu'il n'en pouvait plus d'être interrogé par les policiers. Son procès s'ouvre en septembre 1917. Son avocat, maître William Mitchell, dépeint son client comme un désaxé sexuel, un mythomane et un malade mental. S'il reconnaît que le révérend était obsédé par les meurtres de Villisca, il n'y a joué aucun rôle, insiste maître Mitchell. À l'issue des audiences, le révérend est exonéré des accusations, mais envoyé en institut psychiatrique. Outre le révérend Kelly, les autorités portent aussi leur attention vers William Mansfield, suspecté d'être responsable de plusieurs meurtres semblables dans plusieurs États, dont un massacre survenu 4 jours plus tôt à Paola, au Kansas. Mansfield, un toxicomane notoire, est arrêté à Kansas City. Mais, vérification faite, il a un solide alibi pour la nuit du 9 au 10 juin 1912. Le 28 mars 1931, presque 19 ans après les meurtres, un certain George Myers avoue les crimes. Ses aveux surviennent après un interrogatoire particulièrement musclé. Myers, qui est alors détenu en attente d'un procès pour cambriolage, reconnaît avoir été embauché par un commanditaire anonyme pour assassiner les Moore et leurs enfants. Il nie toutefois avoir tué les fillettes Stillinger.
Meyers raconte s'être introduit dans la maison des Moore le soir du 9 juin 1912 et d'avoir frappé les victimes à coups de hache. Tablant sur ses aveux, Meyers est formellement accusé des meurtres et condamné à 15 ans de prison, même si personne ne croit vraiment à ses aveux forcés. Puis, les pistes se refroidissent. Les meurtres de Villisca ne seront jamais clairement solutionnés. Après les meurtres, la maison de la 4e rue a été occupée par des membres de la famille Moore, puis vendue à des tiers. Les années faisant leur œuvre, l'habitation est devenue vétuste et, au final, a simplement été abandonnée. Pendant un temps, la petite maison aux fenêtres placardées n'a accueilli que les squatteurs et les amateurs de sensations fortes. La maison Moore est devenue peu à peu la maison des meurtres à la hache. En 1994, deux passionnés d'histoire, Darwin et Martha Lynn, achètent la maison des Moore. Son état est si pitoyable que la ville menace incessamment de la raser. À partir de photographies d'époque, les Lynn entreprennent d'importants travaux de rénovation. Leur objectif est de redonner à la maison l'aspect qu'elle avait en 1912. Leur souci est tel qu'ils s'assurent de bien dissimuler toute trace de modernité qui pourrait briser l'illusion de l'époque. En 1998, l'endroit est inscrit officiellement au Registre national des lieux historiques. À l'instar de la célèbre maison des meurtres Borden, survenue à Fall River, au Massachusetts, en août 1892, l'ancienne résidence Moore est aussi transformée en gîte populaire, un bed and breakfast. C'est à cette époque que les premières rumeurs de hantise ont commencé à circuler. Des visiteurs auraient vu des portes s'ouvrir et se refermer toutes seules. Ils auraient senti des présences mystérieuses et des inconforts. Pas étonnant que la maison de Villisca soit peu à peu devenue un détour obligé pour les chasseurs de fantômes de tout acabit. Avec leur quincaillerie, sortie tout droit du film Ghostbusters, ces férus de paranormal auraient enregistré des murmures inexplicables et photographié d'étranges sphères lumineuses, des orbs, pour reprendre leur expression consacrée. En 2014, un chasseur de fantômes qui participait à une enquête s'est lui-même poignardé à la poitrine après avoir invoqué les esprits des défunts. Il a été héliporté vers l'hôpital d'Omaha, au Nebraska, où il s'est rapidement remis de sa blessure. Quant à l'impulsion de son auto-agression, il a toujours prétendu n'en garder aucun souvenir. En 2017, l'histoire des crimes de Villisca est adaptée pour le grand écran dans The Axe Murders of Villisca, les meurtres à la hache de Villisca. Une adaptation qui mêle à la fois l'histoire et la chasse aux fantômes. Hey guys, today is a pretty exciting day for me. We will be visiting the Villisca Axe Murder House. Where are we going exactly? Villisca? We're ghost hunters. Hunt ghosts! Welcome to the Villisca Axe Murder House. This way. 8 people, 6 of them kids, got their heads smashed in 1912. Totes cray balls. They caught the killer, right? No. Tour was kind of lame. These things are all hype anyways. No, we just didn't see the whole thing. Maybe we could take our own tour later tonight? Follow me. Hey, let's take a picture.
was that? What happened? What are you doing with a machete? We gotta go. Nothing is safe. What are you doing? Take this! This is in you! If I get murdered, it's totally your fault. Oh, please. Nothing ever happens in Iowa. L'histoire peut-elle stigmatiser des maisons, des logis, des parcs, des espaces publics, voire des forêts tout entières? Ces expériences surnaturelles, vécues en ces lieux terribles, ces loca terrifica, ne sont-elles qu'à mettre au compte d'imaginations trop fertiles? La résidence des Féaux à Amityville, le palais Cadario de Venise, la maison des meurtres de Villisca. Voilà autant d'endroits où les souvenirs d'outre-tombe côtoient les pauvres mortels que nous sommes. De beaucoup trop près, diraient d'aucuns. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 19h30 minutes. Ouf, Christian, j'ai retenu deux choses de ce qu'on vient d'entendre. La maison de Villisca, d'abord, la violence incroyable des meurtres qui ont été commis. C'est assez graphique. Et je me suis auto-censuré. En plus, tu m'annonces ça. Oui, parce que quand il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai écrit un livre qui s'appelle Tueur de l'occulte. Et on avait couvert plusieurs crimes où il y avait des espèces de notions occultes. Et dans le cas de Villisca, l'idée que l'assassin place des linges sur les miroirs pour empêcher les âmes de rester prisonnières à l'intérieur des miroirs. Et ensuite, le fait que certains auteurs avaient écrit qu'on avait déplacé les corps des enfants pour les mettre au pied du lit des parents. Tout ça laissait supposer une espèce de mécanisme rituel. Mais on n'a pas pu démontrer ça de manière objective avec les documents policiers. Néanmoins, j'ai eu accès aux archives de la police, j'ai eu accès aux photographies qui ont été prises sur la scène de crime. Oh. Et même si ce sont des photos qui datent de 1912, c'était des photos assez graphiques, crois-moi. Et finalement, on l'a pas utilisé parce qu'on pouvait pas démontrer qu'il y avait réellement eu un mécanisme rituel derrière les crimes, là, l'histoire des enfants, tout ça. Fait qu'on l'avait mis de côté. Et j'avais enquêté sur une autre série de crimes à la hache, assez semblable, qui s'était produit en Nouvelle-Orléans, dont j'ai récupéré l'histoire pour en faire un dossier mystère que j'ai publié plus tard. Mais bref, comme j'avais été impliqué dans cette histoire-là, je connaissais les détails beaucoup plus sordides. Et que je n'ai pas mentionné dans notre reportage de ce soir. Oh, on en a eu pas mal. Oui, c'est ça. Donc, même si je me suis auto-censuré, il faut quand même appeler un chat, tu comprends? Et donc, il fallait quand même mettre des éléments pour que les gens comprennent un peu l'aspect sordide du crime. C'est ce que j'ai fait. Puis, bon, je pense que j'étais prudent dans ce que j'ai dit. Mais en même temps, effectivement, quand on écoute l'ensemble de l'histoire, et surtout quand on pense aux petites victimes, c'est quand même tout à fait épouvantable comme crime. Et de savoir que personne n'a jamais été arrêté officiellement, parce que même si on a eu des arrestations, on a même eu une condamnation, comme je l'ai mentionné, mais des aveux qui ont été obtenus après avoir violemment interrogé le suspect qui a avoué son crime, mais de toute façon, il allait être condamné à 15 ans de pénitencier pour cambriolage. Fait que le fait qu'il ait reconnu les meurtres n'a pas rien ajouté à sa peine. Ben non. Donc, c'est la première chose qui m'a choquée. Et la deuxième, c'est quand on arrive avec la curiosité malsaine des gens qui étaient autour, les voisins, qui vont voler des choses, qui vont détruire des preuves. Déjà qu'on n'avait pas l'analyse d'ADN à cette époque-là, on est allé scraper une enquête au complet. J'étais fâchée! J'étais moi aussi, quand je lisais les rapports des policiers, j'étais scandalisé moi aussi de voir que les policiers avaient laissé des gens entrer dans la maison, notamment des journalistes ou des amis. Là, tu sais, je comprends. Ça, c'est un bon ami. Et là, il y avait cette
comme tu l'as mentionné, ce tourisme macabre. Et ces gens-là, les corps étaient encore là. Hein. Ils ont été retirés de la maison aux alentours de 22 heures. Oh là là. Ça veut donc dire que durant toute la journée, les gens se succédaient dans la maison des morts et les corps étaient toujours sur place et les gens circulaient parmi eux, laissaient des empreintes partout et volaient des objets, hein, comme je l'ai mentionné, des ustensiles, bibelots, pour avoir un souvenir. C'est quand même incroyable. Les chiens qu'on a utilisés, bon, je l'ai pas mentionné dans la capsule, mais les chiens qu'ils ont utilisés il y avait comme des gens qui s'agglutinaient autour de la maison. Tout le monde essayait de voir par les fenêtres. Et on a utilisé des chiens. Les chiens, finalement, sont partis vers un espèce de petit ruisseau. Et quand ils sont arrivés au bout du ruisseau, il y avait 3-4 gars qui étaient là, qui fumaient une cigarette. Oh. C'était des gens qui étaient des badauds qui avaient été vus, tu sais, autour de la maison. Donc, ça a été vraiment un échec total comme investigation. Et on n'arrivait pas à contenir les gens non plus. Et on est allé vers les suspects, les premiers. On a, à un moment donné, suspecté son frère, avec qui il y avait eu un différend. On suppose on dit que M. Moore avait peut-être eu une aventure amoureuse avec la voisine, Madame Peckman, qui va trouver les corps. Il y aurait eu une aventure avec elle. Est-ce que c'est son mari à elle, jaloux, qui aurait assassiné? Donc, on a eu plusieurs suspects. On n'a jamais trouvé d'éléments concrets pour pouvoir accuser formellement quelqu'un. Qu'on a essayé de faire porter le chapeau à un moment donné, comme je l'ai mentionné, à un révérend qui est un peu un pervers sexuel, un cambrioleur, un type qui avait dit en état d'ébriété, « Oh, moi aussi, je dors avec une hache. » Bon, mais finalement, ça mène nulle part. Mais c'est vraiment des crimes un peu sordides. Et quand on connaît le détail de l'histoire, je peux comprendre que les gens soient fascinés par ces crimes-là. Moi-même, dans le cas des crimes, j'avoue humblement, je fais mon mea culpa, mais je suis fasciné par les crimes qui ont des dynamiques occultes. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « Les tueurs de l'occulte » et à mon avis, j'ai un autre livre qui sort le mois prochain, mais je te dirais, dans tous les livres que j'ai écrits, là, ça va être mon 11e que je publie, pour moi, mon livre favori, celui qui est le plus achevé dans ma pensée, reste ce livre sur les tueurs de l'occulte. Et tu peux te dénoncer, Christian, si quand tu as loué la maison, tu as volé une tasse de thé, là. Non, pas du tout. Non, okay. pas du tout. Mais c'est vrai que pour moi, je trouve ça fascinant. Mais il faut qu'il y ait une dynamique occulte. Dans le cas des crimes de Villisca, j'ai laissé tomber parce qu'on n'a pas pu démontrer cette notion occulte. Okay. Mais je peux comprendre que les gens, parce que ici, tu comprends, on a un scénario qui est assez commun. C'est-à-dire que la maison de Villisca, j'ai utilisé celle-là parce que on n'en parle pas souvent, j'en avais pas encore parlé à l'émission, alors que j'avais parlé de la maison d'Amityville, tout ça. Donc, mais j'ai choisi la maison de Villisca parce qu'elle s'inscrit, je dirais, dans un scénario qui est assez commun. Donc, un lieu, un crime épouvantable, et ensuite, avec le temps, une récupération populaire, et là, des histoires de fantômes, d'apparitions, de manifestations. C'est un peu un classique. Et les gens me posent la question, est-ce qu'il faut croire à ça? Est-ce qu'il faut croire, par exemple, que la maison d'Amityville a été hantée ou que la maison Borden est hantée, la maison de Villisca? Ce sont des classiques. Et on pourrait même le transposer au Québec. Hein? On a parlé en début d'émission de l'asile de Sainte-Clotilde. Oui. Ben, c'est un peu un scénario semblable. Hein? On dit que dans l'asile de Sainte-Clotilde, il y a eu... à un moment donné, on a parlé qu'il y avait eu un incendie dans les années 50. Ça, j'ai clairement démontré par les rapports du coroner que ça s'était jamais produit parce que dans l'histoire de l'asile de Sainte-Clotilde, on a comme 2 éléments forts qui vont alimenter les légendes de fantômes. Le premier est le décès de 3 adolescents dans les années, je dis les années 50, mais c'était plus tôt que ça. Je pense que c'était la fin des années 30. 3 adolescents qui se seraient enfermés. La maison, à ce moment-là, l'asile de Sainte-Clotilde avait une vocation éducatrice. C'était une école, un collège pour garçons. Et on dit que 3 adolescents s'étaient réfugiés dans un placard où ils avaient fumé, ils avaient mis le feu à la literie. Ils seraient décédés. Et ensuite, donc, on a un premier foyer là, et ensuite, de mémoire, je crois que c'est en 1982, en décembre 82, juste après la période de Noël, il y a eu un incendie qui a fait 9 victimes. Et là, on dit, bon, ben voilà, ce sont les fantômes qui hantent les lieux. J'ai clairement démontré par les rapports du coroner que les adolescents, cette histoire-là est purement inventée. Ça s'est jamais produit. En revanche, ce qui est vrai, un incendie au début des années 80 a coûté la vie à 9 personnes, 9 patients. À ce moment-là, l'asile avait cette vocation médicale, d'asile, tout ça, de foyer de longue durée pour les gens qui étaient atteints
déficience. Et c'est vrai qu'on a eu 9 victimes. Donc, un événement épouvantable, un incendie, 9 victimes. Et là, voilà, tout d'un coup, des phénomènes mystérieux vont se produire, des hantises vont se produire. Donc, on a ici un scénario assez classé. Maintenant, quelle foi faut-il accorder à ces apparitions-là? Bien sûr, ce sont des expériences. Tu sais, moi, j'essaie toujours un peu de regarder ces événements-là de l'extérieur. Et je me rappellerai toujours, moi, mon mentor dans les phénomènes paranormaux, c'est un ancien professeur de l'Université de Montréal qui s'appelait Louis Bélanger, qui s'appelle encore Louis Bélanger, il est retraité aujourd'hui. Mais Louis Bélanger, je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, il m'avait dit, je m'intéressais au paranormal, puis je suis devenu un peu l'un de ses poulains. Et Louis Bélanger me disait, la bonne attitude d'un enquêteur sur le paranormal, la première chose, c'est une écoute bienveillante. Les gens vivent des expériences étranges et insolites et ils en parlent. Puis s'ils acceptent d'en parler, t'es bien chanceux. Donc tu portes une oreille attentive à ce qu'ils racontent, bienveillante, t'écoutes leur récit. Faut développer une relation de confiance avec ces gens-là. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le doute systématique. Donc, tu dois absolument vérifier toutes les informations qu'il te raconte. Ne jamais accepter le récit de quelqu'un comme étant factuel. Parce qu'il existe 2 niveaux de vérité. Il y a une vérité qu'on dit la vérité psychologique. Et c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tous les gens qui nous écoutent. La vérité psychologique, on est tous pareils, notre cerveau fonctionne tous de la même façon. La vérité psychologique, c'est ce que moi, je crois fondamentalement être la vérité. J'ai été impliqué dans un accident, je suis convaincu que c'est la voiture rouge, par exemple, qui a grillé le feu rouge, qui m'est entré dedans. Je suis capable de revoir la scène, mais ça se peut que les caméras qui étaient à l'intersection me montrent une autre réalité. Donc, on a un exemple ici parfait de cette double réalité. La vérité psychologique, ce que je crois, moi, s'être produit, et que je raconte comme étant la vérité, ou ma vérité, et ensuite la vérité factuelle, celle qui aurait été filmée par les caméras, qui peuvent montrer que mon souvenir est pas tout à fait exact à la réalité. Donc ici, lorsque les gens nous racontent des histoires, il faut bien se rappeler qu'ils nous racontent ce qu'ils croient être la vérité. Moi, je te dirais, Camille, ça fait 45 ans que je suis dans cet univers-là. Le nombre de fois où des gens m'ont raconté des histoires avec une volonté au départ de me tromper, de me raconter des bobards, je pourrais les compter sur les doigts de la main. Oh! Les gens font pas ça. Les gens, quand ils racontent une histoire, ils racontent fondamentalement ce qu'ils croient être la vérité. Ils croient avoir vu un fantôme, ils croient avoir vu un ovni. Donc, il faut respecter les témoignages. Ces gens-là ont vécu quelque chose qu'ils ont accepté ou interprété à tort ou à raison comme étant de nature surnaturelle ou paranormale, et ils nous le racontent. Donc, c'est l'oreille bienveillante. Ensuite, il faut essayer de vérifier les faits. Dans le cas présent, que ce soit la maison de Villisca, que ce soit la maison de Lizzie Borden, la hantise de l'asile de Sainte-Clotilde de Horton, il faut se rappeler que nous sommes tous un peu victimes de nos propres attentes. Et je vais te citer pour ça une étude qui a été menée il y a quelques années en Angleterre par un chercheur en parapsychologie qui s'appelle Richard Wiseman. Ce que fait Wiseman, c'est qu'il a pris, par exemple, un groupe d'étudiants dans le domaine de l'architecture. Donc, il choisit une vingtaine d'étudiants en architecture. Et là, il fait 2 groupes, en fait. Donc, un groupe de 20 étudiants, puis un autre groupe de 20 étudiants. Les 2 groupes sont des étudiants en architecture. Et là, il va amener le premier groupe d'étudiants, il va les amener dans une maison qui n'a pas la réputation d'être hantée. On s'entend bien, là, jamais personne n'a raconté quoi que ce soit de hantise dans cette maison-là. Okay. Et l'idée n'est pas de dire n'est pas trop paranormal. C'est-à-dire, il dit aux étudiants, je vais vous amener dans une maison. Comme vous êtes des étudiants en architecture, on voudrait abattre des cloisons et on voudrait refaire l'intérieur de la maison. Donc, on va prendre vos avis. Qu'est-ce que vous pensez? Quel mur devrait être abattu? Quel mur devrait être restauré, etc. Et pour le premier groupe, au moment où on parle de tout ça, le narrateur fait comme si la langue lui avait fourché en disant « Qui sait, peut-être allez-vous voir les fantômes? » Tu sais, c'est très anodin comme ça. Là. Puis là, un étudiant « Ah, pourquoi? Oh, il y a des gens qui disent que la maison est hantée. Oh. » Mais tu sais, tu comprends, c'est très, très banal. Là. Donc, tu sais, on focalise pas là-dessus. Là. C'est comme, on a lancé cette information-là un peu comme faire une plaisanterie. Donc, on prend nos 20 étudiants puis on les amène dans la maison qui n'a pas la réputation d'être hantée. C'est très important, là. Elle n'a jamais eu un historique de hantise. Et on amène donc ces étudiants-là. Mais là, tous les étudiants savent que
selon ce qu'on leur a raconté, que la maison était peut-être hantée, même si c'est pas vrai, mais on leur a dit ça. Fait qu'on a développé un billet. On a créé un billet et une attente. Donc, au sortir, ils ont passé l'après-midi dans la maison. Et là, évidemment, ils ont fait le travail pour lesquels on les avait amenés sur les lieux. Donc, ils ont déterminé quels étaient les meilleurs travaux à mener pour refaire l'architecture du bâtiment. Mais au sortir de cette rencontre-là, on leur a posé la question, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont senti quelque chose? Et crois-le ou non, 50% des étudiants, donc sur les 20, il y en avait 10, qui ont dit, oui, j'ai eu l'impression d'une présence, j'avais l'impression qu'on m'observait. Donc, il y a eu des malaises qui ont été ressentis par 50% des étudiants. Okay. On a pris le deuxième groupe qu'on a amené dans une maison, un pub en fait, juste à l'extérieur de Londres, qui lui a fortement la réputation d'être hanté. Il y a énormément de chasseurs de fantômes qui sont allés là. Ils ont tous rapporté des expériences extraordinaires, etc. Donc, on prend nos 20 étudiants et on s'assure qu'aucun d'entre eux ne connaît l'histoire du pub en question. On ne leur dit pas que le lieu est hanté. On leur dit encore une fois qu'on veut rénover l'intérieur du bâtiment. On les amène sur place, ils font leur travail. Et là, ignorant que le lieu avait la réputation d'être hanté, ben, aucun d'entre eux n'a rapporté quoi que ce soit. Quand on les a demandé s'il y avait eu des malaises, aucun, zéro. Donc, tu vois, au sortir de cette enquête-là, on avait demandé à Richard Wiseman quels sont les éléments les plus importants pour une bonne maison hantée. Et Wiseman avait répondu, il faut qu'elle ait la réputation d'être hantée. Pour que les gens entendent et... wow. Voilà. Ça dit tout. Donc, à partir du moment, comme les gens qui visitent la maison de Villisca ou les gens qui visitent le bed and breakfast de Lizzie Borden ou encore les chasseurs de fantômes qui se rendaient dans l'asile de Sainte-Clotilde, il y a une attente. Je me retrouve, si tu crois pas que tu vas rencontrer de fantômes, t'iras pas là. Tu sais, tu comprends-tu? Je veux dire, ouais. Les chasseurs de fantômes, ils vont là, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont voir des fantômes. Les chasseurs de fantômes qui se donnent rendez-vous à Villisca ou encore à la maison de Lizzie Borden, il y a bien sûr cette attente qu'il y a peut-être quelque chose qui va se produire. Et à partir du moment où on crée cette attente-là, notre cerveau devient une extraordinaire machine à créer des illusions. Une marche qui craque, un bruit qu'on peut entendre au sous-sol, la chaudière qui fait un bruit, sera interprété en fonction de ce biais-là qu'on a créé, cette attente que quelque chose pourrait se produire. Donc, le vent qui souffle contre les fenêtres ou dans l'entretoit devient une espèce de murmure. J'ai entendu une voix. Un bruit, le bois qui travaille devient des bruits de pas dans l'escalier. Donc, on crée ces attentes-là, et Wiseman avait bien raison. Le premier bon critère pour avoir une maison hantée, c'est qu'elle ait la réputation d'être hantée. Et c'est peut-être sans doute pourquoi, ce qui n'enlève rien au meurtre qui a été commis. Et ça ne veut pas dire, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas vécu des expériences étranges et mystérieuses dans ces lieux. Mais néanmoins, il faut quand même retenir que à partir du moment où les gens se donnent rendez-vous dans des endroits où ils ont une attente qu'une manifestation surnaturelle pourrait se produire, il faut s'étonner à moitié qu'ils ont effectivement entendu des murmures, des voix ou des bruits de pas dans les escaliers. Merci Christian, on va s'arrêter. Je regarde le temps qui nous reste. Là, on est presque en train de dépasser sur l'émission suivante. On fait comme Jean-Marc Parent, on va passer, on va défoncer. C'est incroyable. OK, c'est beau, on y va à pause. Yes. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 19h53 à Radio X. Mon cher Christian, on va conserver la question de l'auditeur pour la semaine prochaine pour Yannick. Ben absolument. Beaucoup de bons commentaires, plusieurs à qui t'as fait connaître l'histoire de la maison de Villisca. Je suis la première et comme toujours, les auditeurs te trouvent très captivant. Il y a des gens aussi qui m'écrivent en privé, puis effectivement, je vois qu'ils ont apprécié cette histoire-là, qui demeure une histoire quand même. Même si on élimine toute la section fantôme, tout ça, le mystère, il est là pareil. C'est le crime, c'est un crime sordide sans qu'on connaisse vraiment un dénouement. Puis je vois que les gens ont beaucoup apprécié. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. T'es tombé dans mes cordes en parlant d'histoire qui est, oui, un crime sordide, mais c'est dans mes champs d'intérêt sur Netflix. J'en ai une liste complète à écouter encore. Alors, je te remercie pour ça et peut-être qu'on va retravailler ensemble au courant de la saison.
J'allais dire justement la même chose. Ce fut pour moi un plaisir de travailler avec toi ce soir. Puis je suis très heureux de voir que je t'ai fait découvrir l'histoire de Villisca que tu ne connaissais pas. Donc, double plaisir. Ok, oui. La semaine prochaine, tu retrouves Yannick pour une autre édition, la 124e émission de Radio X-Files. Je te souhaite un bon week-end, Christian. Toi aussi, pareillement. À la prochaine. Bye bye. Radio X-Files. Radio X.